Les partenariats publics-privés. Comment offrir de meilleures infrastructures pour les services publics? Montage contractuel d'un PPP. Bonjour, je suis Jane Jamieson, ici à Johannesburg avec Emmanuel Nirinkindi, responsable des services conseils d'IFC pour les transactions PPP. Emmanuel, nous avons travaillé ensemble sur plusieurs contrats de PPP. Tout à fait. La conception des contrats de PPP fait partie des thèmes abordés cette semaine. Avant tout, comme nous employons souvent l'expression de montage contractuel, comment la définiriez-vous? Merci, Jeanne. Le montage contractuel est un processus qui permet aux deux parties d'un partenariat public-privé, lequel réunit donc une entité publique et une entité privée, de définir ensemble les risques, les droits et les responsabilités pour chacune des parties. Cela se fait à travers un processus conduit au départ par l'entité publique qui consiste en audit juridique, financier, technique et économique. L'idée est de permettre aux partenaires publics à l'origine d'un appel d'offres de comprendre le projet et les risques qui lui sont associés, mais aussi les bénéfices qui en découlent, pour pouvoir ensuite les répartir entre le partenaire public et le partenaire privé. C'est ce qui donne lieu à un contrat. Les contrats sont conçus pour une durée plutôt longue, courant en général sur une période de 10, 20 ou 30 ans, de sorte qu'un certain nombre de points peuvent être fixés au préalable, mais, comme pour tout accord de long terme, il se peut que des événements interviennent sans qu'aucune des parties n'ait pu les prévoir. Prenons l'exemple d'un PPP dans le secteur de l'eau, où un opérateur privé alimente un pays en eau potable. Je pense ici à un certain nombre de transactions dont nous avons assuré le montage. Imaginons qu'une sécheresse survienne. C'est quelque chose d'imprévu, quelque chose que l'on ne peut pas planifier, que l'on ne peut pas prévoir précisément. Et pourtant, les conséquences peuvent être dramatiques. C'est pour cela que les deux parties doivent clarifier les responsabilités de chacune face à un tel cas de figure. Il est donc vital pour les deux parties de s'efforcer autant que possible d'envisager l'imprévu et de prendre des dispositions pour y faire face si le risque se matérialise. Vous venez d'évoquer la question des risques et des responsabilités, mais il faut aussi insister dans un contrat de PPP sur les normes de service. Quels services le secteur privé doit-il fournir? Fondamentalement, définir des normes de service revient à définir les prestations, le niveau de qualité de celles-ci, et qui sera chargé de les assurer. Il s'agira dans la plupart des cas de l'opérateur privé. Permettez-moi d'illustrer cela en évoquant un projet pour lequel IFC a conseillé le gouvernement béninois. L'État du Bénin dispose d'un atout stratégique majeur. C'est un port. Ce port dessert le pays, mais également les pays voisins. Le problème avec ce port, c'est que les délais de manutention étaient beaucoup trop longs. Cela plombait la compétitivité du port par rapport à ceux des pays voisins. Le gouvernement béninois voulait donc inciter un opérateur privé à investir dans un terminal à conteneurs et dans des équipements plus modernes et plus efficaces qui permettraient d'accélérer le temps de traitement. Grâce à un don obtenu par le gouvernement de la Millennium Challenge Corporation, les autorités ont construit une infrastructure moderne, indispensable pour le pays, puis elles se sont mises en quête d'un opérateur privé international, en l'occurrence, pour investir dans des équipements de nature à accélérer les délais de traitement des conteneurs transitant par le terminal, mais aussi dans le port. Le gouvernement du Bénin a pu ainsi proposer un service concurrentiel par rapport au port des pays voisins. La référence au Bénin est intéressante puisque nous avons aussi travaillé sur un projet de distribution d'eau dans ce pays, également sous la forme d'un PPP. Bien que très différent par nature, ce projet présentait les mêmes éléments clés puisqu'il fallait définir le service à fournir. Le Bénin fonctionne selon un schéma de gestion déléguée de provision d'eau déployé à l'échelle locale des villages et petites villes. Ces dispositifs, une fois construits, sont transférés au secteur privé local qui les exploite. Ce processus date d'une dizaine d'années. IFC a été contacté pour aider le gouvernement à expérimenter des contrats de PPP plus approfondis. Nous les avons donc aidés à mettre au point une nouvelle forme de contrat qui renforce l'engagement du secteur privé et améliore la qualité du service.
Nous avons défini les normes de performance en demandant d'abord à l'opérateur privé de reprendre tous les dispositifs existants, de continuer à les gérer, mais aussi dans un délai de 2 ans, d'étendre la couverture, d'améliorer la qualité du service et d'installer des raccordements qui couvrent 80% de la population. Telles étaient donc les conditions de service définies dans ce cas-là. Ce qui est intéressant dans ces 2 transactions, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons défini ce que nous attendions de l'opérateur privé et pas la façon dont il devait procéder. Absolument. Parce que ce sont eux les experts dans ce domaine, ce sont eux les prestataires de services. Ils savent bien mieux comment fournir de l'eau ou gérer un terminal à conteneurs que nous, les conseillers ou que les pouvoirs publics. Il est donc important de définir les attentes sans être trop directif quant à la manière de procéder. C'est tout à fait ça, Jen. Bien, nous avons parlé des normes de service et de leur importance pour les partenariats publics-privés et pour le montage des contrats. Un autre élément clé dont j'ai parlé plus tôt tient au fait de garantir l'équilibre financier et la viabilité d'un projet. Si je reviens à notre projet de port au Bénin, nous étions absolument déterminés à ce que le gouvernement soit capable de structurer cette transaction d'une manière financièrement durable. Comme je l'ai dit, le gouvernement avait reçu un don important de la Millennium Challenge Corporation, qu'il a donc pu investir dans une infrastructure clé essentielle. Cela signifiait que le gouvernement n'avait pas besoin de demander des sommes importantes d'investissement à un partenaire privé. Dans le cas de ce port, et en ce qui concerne l'opérateur privé, nous avions mené une étude de trafic qui nous a convaincus, ainsi que le gouvernement, que, sous réserve d'appliquer un tarif adapté, le trafic permettrait à l'opérateur privé de récupérer les montants investis. C'est donc un exemple probant d'investissement public et d'investissement privé, qui a permis d'aboutir à un projet financièrement réalisable et permettant à terme de concurrencer les ports voisins. Il faut noter que nous avons abordé cet aspect un peu différemment dans le cas du projet d'approvisionnement en eau. Dans le secteur portuaire en Afrique de l'Ouest, les gens peuvent choisir le port qui leur convient le mieux. Ils ont le choix, de sorte que les tarifs doivent être concurrentiels, ils s'ajustent par le biais de la concurrence. Pour l'eau, la situation est très différente. L'eau étant un monopole naturel, les habitants n'ont pas le choix entre différents prestataires. Ils doivent faire appel à l'opérateur en place. Nous nous sommes penchés sur le prix de l'eau et sur les tarifs pratiqués. Résultat, les habitants des zones rurales payaient leur eau plus cher que les citadins, alors qu'il s'agit des populations les plus démunies. Nous avons alors décidé de ne pas laisser la fixation des prix à l'opérateur privé et de maintenir le tarif à son niveau actuel. Les calculs sur les recettes devaient se baser sur le tarif existant, bien sûr en appliquant l'inflation, mais en maintenant un même tarif en termes réels. Nous avons donc examiné les conditions d'équilibre financier du projet en évaluant le chiffre d'affaires supposé du secteur privé sur la base des tarifs existants et du volume qui serait consommé même après l'élargissement de la couverture. Nous avons ensuite évalué le niveau d'investissement requis pour chacun des dispositifs dans le but de les remettre en état et d'atteindre l'objectif fixé, à savoir une couverture de 80%. Or, les 2 paramètres ne s'équilibraient pas. Les recettes ne suffisaient pas à couvrir tous les investissements. Le gouvernement a alors opté pour une subvention dans le cadre de son allocation budgétaire pour assurer l'investissement en capital requis. Pendant les 2 premières années, les investissements consentis pour améliorer le réseau s'accompagneraient donc d'une subvention. Mais alors, il fallait aussi s'assurer que cette subvention publique soit optimisée, qu'elle aboutisse à une rentabilisation maximale pour l'État. Pendant l'appel d'offres, nous avons demandé aux opérateurs de se positionner, d'abord sur leur coût de construction, à savoir le coût des investissements nécessaires pour assurer le niveau de service requis, puis sur le volume d'argent que le secteur privé était prêt à investir. Nous avions déjà effectué un sondage du marché et des analyses financières, mais nous voulions que les opérateurs se prononcent sur leur capacité d'investissement. Nous avons donc examiné les coûts de construction et le coût de la part qu'ils étaient prêts à financer afin d'obtenir le moindre coût pour l'État, lequel constituerait le critère d'appel d'offres. C'est ainsi que nous avons incité le secteur privé à offrir un bon rapport qualité-prix à l'État. Nous avons intégré une subvention dans l'investissement en capital tout en mobilisant l'efficience du secteur privé.
Voilà donc deux projets distincts où, dans les deux cas, l'enjeu de la viabilité a été traité de manière radicalement différente du fait de la nature du secteur concerné. C'est là pour moi une leçon essentielle. Donc, si je résume les points importants discutés ici, je dirais qu'il faut être très clair quant au rôle, aux risques et aux responsabilités de chacune des parties. Dans le projet relatif au port, nous avons, je l'ai dit, donné à l'opérateur privé des éléments très précis sur ses futures responsabilités, dont l'une concernait l'obligation d'investissement. L'opérateur était tenu d'investir 115 millions de dollars US dans une infrastructure censée améliorer l'efficience de la manutention des importations et des exportations au niveau du terminal à conteneurs. Voilà pour l'obligation d'investissement. Une autre responsabilité très claire consistait à verser des redevances au gouvernement en échange du permis d'exploitation. Enfin, l'opérateur devait aussi s'engager à maintenir son investissement pendant au minimum 5 ans. L'opérateur international serait partie prenante de la structure actionnariale de l'entreprise en charge de l'exploitation du terminal à conteneurs. Il y avait donc des responsabilités bien établies au niveau de l'opérateur privé. De son côté, la personne publique avait l'obligation de fournir tous les permis et licences que demanderait l'opérateur privé pour mener à bien son activité, mais aussi, au cas où le PPP prendrait fin de manière prématurée, une obligation pour le gouvernement de verser toutes les indemnités d'expiration anticipées prévues dans le contrat signé entre les deux parties. Sans oublier l'autorité portuaire, également partie au contrat. Les parties prenantes se sont mises d'accord sur le fait que l'opérateur du port assurerait le dragage de la zone pour faciliter l'accès des bateaux et, ainsi, l'accès au terminal à conteneurs exploité par l'opérateur privé. En conclusion, Jen, je dirais que 3 éléments essentiels doivent être correctement établis dans un contrat de PPP, et ce sont ceux que nous venons de passer en revue. Les rôles et responsabilités, ainsi que les droits des parties, doivent être clairement définis, tout comme les normes de performance et de service. Il faut aussi garantir la pérennité financière et l'équilibre financier pour que les projets soient viables pour l'opérateur privé et financièrement réalisables par l'État. Parfait, merci beaucoup. Merci.